L'histoire du M23, non synonyme de conflit en République démocratique du Congo, ne commence pas en 2012, année de la formation officielle du groupe. Ses racines sont bien plus profondes, entremêlées à l'histoire complexe de rébellion et d'instabilité qui frappe l'Est de la RDC depuis des décennies. Comprendre le M23, c'est d'abord comprendre son prédécesseur, le Congrès national pour la défense du peuple, un groupe né des cendres du génocide rwandais et des premières et deuxièmes guerres du Congo qui ont suivi. Le CNDP, composé en grande partie de Tutsis congolais, est devenu une force puissante dans l'Est de la RDC, prétendant lutter pour les droits des Banyamulenge, une communauté Tutsi congolaise souvent ciblée en raison de ses liens supposés avec le Rwanda. En 2009, le CNDP a conclu un accord de paix avec le gouvernement congolais, intégrant ses combattants dans l'armée nationale. Cependant, cette paix fragile s'est effondrée en 2012, donnant naissance au M23, nommé d'après la date de l'accord de 2009, que le gouvernement était accusé d'avoir violé. La formation du M23 a marqué une résurgence des griefs et des revendications qui avaient alimenté la rébellion du CNDP. Une fois de plus, la protection des Banyamulenge, les allégations de corruption et d'inefficacité du gouvernement et une marginalisation perçue des intérêts Tutsis au sein de la RDC sont devenues centrales dans la rhétorique du M23. Cependant, à mesure que le groupe prenait de l'ampleur, ses objectifs se sont élargis, englobant non seulement la protection d'un groupe ethnique spécifique, mais aussi des appels plus larges à des réformes politiques et même parfois à un changement de régime à Kinshasa. L'émergence du M23 ne s'est pas produite en vase clos. Le groupe a hérité du réseau complexe d'alliances et de rivalités qui caractérisait la région, bénéficiant du soutien d'acteurs régionaux comme le Rwanda et l'Ouganda, qui voyaient dans le groupe un moyen de projeter leur influence et de garantir leurs intérêts dans l'Est volatile de la RDC. La scène était prête pour un nouveau chapitre dans la longue et troublée histoire de la région. Un chapitre dans lequel le M23 allait jouer un rôle central et souvent déstabilisateur. Dès sa création, le M23 a exprimé clairement ses griefs et ses revendications, présentant sa lutte comme une lutte pour la reconnaissance, la justice et la sécurité des communautés marginalisées en RDC. Au cœur de son discours se trouve le sort des Banyamulenge, une communauté Tutsi congolaise souvent ciblée en raison de ses origines étrangères, perçue et accusée de nourrir une loyauté envers le Rwanda. Le M23 s'est positionné comme le protecteur des Banyamulenge, accusant le gouvernement congolais de ne pas leur assurer la sécurité de base et de fermer les yeux, voire de tolérer, les violences dirigées contre eux. Au-delà des préoccupations spécifiques des Banyamulenge, le M23 a exploité des frustrations plus larges au sein de la société congolaise, en particulier dans l'Est, où des décennies de conflits et d'instabilité ont alimenté une profonde méfiance envers le gouvernement central de Kinshasa. Le groupe a tiré profit des perceptions de corruption gouvernementale, d'inefficacité et d'incapacité à fournir des services de base ou des opportunités économiques à la population de l'Est. En se positionnant comme un défenseur des marginalisés et des exclus, le M23 a cherché à élargir son attrait au-delà de sa base de soutien et à s'imposer comme un acteur politique légitime. Dans sa quête de légitimité, le M23 s'est présenté comme une force de changement positif en RDC. Il a appelé à des réformes politiques visant à décentraliser le pouvoir, à donner une plus grande autonomie aux provinces et à s'attaquer aux causes profondes des conflits dans l'Est. Parfois, sa rhétorique a pris un ton encore plus ambitieux, laissant entendre la nécessité d'un changement de régime à Kinshasa et l'établissement d'un nouveau gouvernement qui serait plus réactif aux besoins du peuple congolais. Que ces objectifs déclarés soient le reflet sincère des buts du M23 ou simplement un écran de fumée pour des motivations plus égoïstes est sujet à débat. Les critiques ont soutenu que les déclarations du groupe sur la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance sonnaient creux, étant donné les violations des droits de l'homme documentées, son utilisation présumée d'enfants soldats et sa volonté apparente de déstabiliser le pays à son propre profit. Néanmoins, la capacité du M23 à articuler un discours qui a résonné auprès de certains segments de la population, en particulier ceux qui se sentaient marginalisés ou ignorés par le gouvernement, a contribué à sa persistance et à sa capacité à mobiliser des soutiens. Bien que le M23 ait habilement présenté sa lutte comme une défense des droits des minorités et une poursuite de réformes politiques, les véritables motivations du groupe sont largement considérées comme beaucoup plus complexes et égoïstes, liées aux dynamiques de pouvoir régional et à la recherche de gains économiques.
Au cœur de ce réseau complexe d'intérêts se trouve la richesse minière de l'Est de la RDC, une région dotée de vastes gisements de coltan, de cobalt, de tantale et d'autres ressources précieuses essentielles à l'industrie électronique mondiale. Le contrôle des zones minières par le M23 et sa participation présumée au commerce illicite des minerais ont alimenté les accusations selon lesquelles le groupe ne serait guère plus qu'une force par procuration pour le Rwanda voisin, cherchant à s'enrichir et à promouvoir les intérêts de Kigali dans la région. Le Rwanda, un petit pays densément peuplé aux ressources naturelles limitées, est depuis longtemps accusé d'utiliser des groupes armés dans l'est de la RDC comme moyen d'accéder aux richesses minières de son voisin et d'en tirer profit. Le groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC a constamment documenté le soutien du Rwanda au M23, fournissant des preuves de livraison d'armes, de soutien logistique et même du déploiement de troupes rwandaises aux côtés des combattants du M23. L'Ouganda, une autre puissance régionale ayant des antécédents d'implication en RDC, a également été accusé de fournir un soutien au M23, bien que son rôle soit considéré comme moins important que celui du Rwanda. Les motivations du Rwanda et de l'Ouganda à soutenir le M23 sont multiples. Outre les incitations économiques liées à l'accès aux richesses minières de la RDC, les deux pays ont des préoccupations sécuritaires liées aux groupes armés opérant dans l'est de la RDC, dont certains constituent une menace directe pour leur propre stabilité. Soutenir le M23 peut être considéré comme un moyen pour le Rwanda et l'Ouganda de projeter leur puissance dans la région, de contrer l'influence de leurs rivaux et de créer une zone tampon contre les menaces perçues. Cependant, la poursuite de ces intérêts a eu un coût élevé pour le peuple congolais, qui a subi le poids de la violence et de l'instabilité alimentée par la rébellion du M23. La campagne du groupe a entraîné des violations généralisées des droits de l'homme, des déplacements massifs et une crise humanitaire aux proportions considérables, appauvrissant davantage une région déjà aux prises avec l'héritage de décennies de conflits. Contrairement à beaucoup de milices hétéroclites qui sévissent dans l'est de la RDC, le M23 s'est distingué par son organisation relativement sophistiquée, son accès à des armes de pointe et sa capacité à mener des opérations militaires complexes. Cette transformation d'un groupe de soldats mécontents en une force combattante redoutable est largement attribuée au soutien qu'il reçoit des puissances régionales, en particulier le Rwanda, qui a fourni au groupe les ressources et l'entraînement nécessaires pour défier l'armée congolaise. L'un des aspects les plus frappants des capacités du M23 est son arsenal, qui dépasse de loin celui d'une milice typique. L'utilisation par le groupe d'une gamme d'armes sophistiquées, notamment des missiles solaires, des drones de combat, de l'artillerie lourde et une variété d'armes légères et de petit calibre, a été documentée. La présence d'armes aussi avancées, en particulier les missiles solaires et les drones de combat, indique un soutien étatique direct, car ces systèmes ne sont pas facilement disponibles sur le marché noir et nécessitent un niveau d'expertise technique qu'un acteur non étatique, comme le M23, ne possède probablement pas. Au-delà de son armement, le M23 a démontré un degré de compétence tactique qui a surpris de nombreux observateurs. Le groupe a mené des offensives rapides, s'emparant de vastes étendues de territoire et de villes clés, dont la ville stratégique de Goma, à plusieurs reprises. Ces combattants ont montré une capacité à manœuvrer efficacement, à coordonner les attaques et à exploiter les faiblesses des défenses de l'armée congolaise. Les tactiques du M23 ont évolué au fil du temps, s'adaptant à la dynamique changeante du conflit et aux capacités de ses adversaires. Si le groupe s'est initialement appuyé fortement sur des tactiques militaires conventionnelles, telles que les assauts frontaux et l'utilisation d'armes lourdes, il a de plus en plus intégré des éléments de guérilla, menant des embuscades, des attaques éclairs et utilisant des engins explosifs improvisés pour cibler les forces gouvernementales et perturber leurs mouvements. Ce mélange de tactiques conventionnelles et asymétriques, associé à l'accès du groupe à des armes de pointe et à un soutien extérieur, a fait du M23 un adversaire redoutable, capable de tenir tête à l'armée congolaise et de constituer une menace importante pour la stabilité de la région. Section 5. La chute de Goma. Un tournant dans le conflit. La prise de Goma, capitale de la province du Nord Kivu et ville stratégiquement vitale dans l'est de la RDC, en janvier 2025, a marqué un tournant dans la longue insurrection du M23, envoyant des ondes de choc dans la région et sonnant l'alarme au sein de la communauté internationale. La chute de Goma,
la deuxième fois que la ville tombait aux mains du M23 depuis 2012, a souligné les capacités militaires croissantes du groupe et sa capacité à projeter sa puissance bien au-delà de ses bastions traditionnels. L'offensive du M23 sur Goma a été rapide et décisive, submergeant les défenses de l'armée congolaise et déclenchant un exode massif de civils fuyant les combats. La prise de l'aéroport de la ville, une plaque tournante logistique clé, par le groupe a encore paralysé la capacité du gouvernement à répondre à la crise. La chute de Goma a offert au M23 une victoire symbolique majeure, démontrant sa capacité à opérer en toute impunité et à défier l'autorité du gouvernement dans un centre de population clé. La prise de Goma a eu de profondes conséquences humanitaires, exacerbant une situation déjà désastreuse dans l'est de la RDC. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées par les combats, s'ajoutant aux millions déjà déracinés par des années de conflits. L'afflux de personnes déplacées à l'intérieur du pays, ou PDI, a submergé les camps existants et mis à rude épreuve les agences d'aide humanitaire qui luttaient pour fournir les produits de première nécessité aux personnes dans le besoin. La prise de Goma par le M23 a également fait craindre une conflagration régionale plus large. La présence de troupes rwandaises aux côtés des combattants du M23 pendant l'offensive, comme l'a documenté le groupe d'experts des Nations Unies, a exacerbé les tensions entre le Rwanda et la RDC. Kinshasa